La guerre entre les États-Unis et le Venezuela est imminente. Ça ne rigole plus, les États-Unis viennent de déployer son plus grand navire de guerre. Et c'est le plus grand navire de guerre sur Terre. Le Venezuela, à son tour, vient de disponibiliser 200 000 combattants. La guerre est imminente ou pas? On va le découvrir tout de suite. Ensuite, on ira en Guinée équatoriale, une histoire sordide qui arrive. En effet, les États-Unis viennent de verser 7,5 millions de dollars à la Guinée équatoriale. Pour quel but? Pour accepter les expulsés du pays. C'est une honte, une vraie honte. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, on va faire ça, d'accord? C'est fait, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci, on y va. Les États-Unis d'Amérique viennent de déployer son plus grand navire vers le Venezuela. Ça ne rigole plus, c'est vrai, c'est chaud, c'est palpitant, c'est effrayant aussi à la fois. Pourquoi? Parce que le Venezuela ne recule pas. Qu'est-ce qui va se passer éventuellement? La marine américaine a déployé son plus grand navire de guerre, le porte-avions à propulsion nucléaire USS Gerald R. Ford, près du Venezuela. En réponse, évidemment, le Venezuela a lancé une vaste mobilisation militaire plaçant le pays en état d'alerte maximale. C'est une forte résistance à l'égard de Trump. Si nous, en tant que République, en tant que peuple, devons prendre les armes pour défendre cet héritage sacré de nos libérateurs, nous sommes prêts à vaincre. Vous savez, Donald Trump n'est pas habitué à sentir une certaine résistance, venant surtout des pays qu'il traite d'inférieurs. Et le Venezuela, pour une fois, en tout cas, comparé à la majorité des pays dont Trump a eu à faire face, est en train de résister comme jamais. Alors, c'est quoi la raison du déploiement? On se pose la question. Pourquoi les États-Unis sont tellement engagés dans cette histoire? Eh bien, le Pentagone le justifie en disant que c'est un déploiement essentiel faisant partie des opérations visant à perturber le trafic des stupéfiants dans la région. Mais bon, on se pose beaucoup de questions. On se dit, mais est-ce que c'est nécessaire de déployer le plus grand navire de guerre du monde pour résister aux narcotiques? Ça n'a aucun sens logique, n'est-ce pas? Et déjà que les Américains sont très présents dans les entourages, ils ont déployé 8 navires de guerre, un sous-marin nucléaire et des avions F-35. Bon, comment vous allez combattre des stupéfiants avec des navires de guerre, des avions de combat et des F-35? On se pose la question. Est-ce vraiment pour les stupéfiants qu'on le fait? Ou il y a peut-être autre chose derrière? On va le découvrir avec vous. L'USS Gerald R. Ford est un navire de guerre pas comme les autres, c'est complètement différent. En effet, sa capacité est inouïe. C'est un porte-avions capable de tenir 75 avions de guerre et fonctionne avec des réacteurs nucléaires. Le Venezuela, par contre, ne recule pas. Le ministère vénézuélien de la Défense a annoncé un vaste exercice militaire impliquant 200 000 soldats, ainsi que des moyens terrestres, aériens et navals. Le Venezuela est prêt. Le Venezuela a mobilisé beaucoup de gens. Le Venezuela est très armé. Le Venezuela a acheté beaucoup d'armes venant de la Chine, venant de la Russie et de l'Iran. Donc s'il faut parler des machines de capacité qui soient à mesure de faire résistance aux Américains, ce sont les machines chinoises, russes et iraniennes. Donc voilà, quoi de mieux qu'une belle opportunité de pouvoir les tester. Comprenez une chose, vous savez, généralement, quand une personne n'a pas les moyens, c'est quand la personne est très dangereuse. C'est comme un chien qu'on met contre un mur. Le chien contre mur est beaucoup plus dangereux que le chien qui aboie devant vous. Parce que le chien qui aboie devant vous en liberté a une possibilité de s'enfuir en cas de difficulté. Mais le chien qui est coincé contre mur, mais qui n'aboie pas, est très dangereux parce que quand vous le poussez dans les conditions, il ne peut pas s'enfuir. Il est obligé de faire face à la bataille. Cette mobilisation par le Venezuela est décrite comme l'une des plus importantes de ces dernières années, mettant en avant ses chars, ses avions de chasse et des patrouilles navales. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit d'une mesure défensive. Pensez-vous que le Venezuela se défend ? Où le Venezuela, évidemment, est en train de soutenir les narcotiques. M. Trump a justifié cette présence en disant que le président Maduro lui-même est un trafiquant de drogue. Je vous rappelle ici que les États-Unis ont abattu plus de 20 bateaux dans les eaux vénézuéliennes. Et c'est incroyable, c'est inouï. Si un autre pays le faisait, on dirait que c'est quoi? Violation internationale des droits de l'homme, violation de tout ça. C'est incroyable. En effet, même les pays amis aux États-Unis ont refusé désormais de partager les informations de renseignement, partant du fait que les États-Unis ont bombardé plusieurs bateaux. Ils justifient ce fait en disant que ce sont des bateaux de narcotiques, mais sans essentiellement avoir des preuves tangibles. En tout cas, les preuves n'ont pas été présentées. Et certaines personnes accusent les États-Unis d'exécution extrajudiciaire. La Grande-Bretagne vient de refuser de transmettre toute information de renseignement autour du Venezuela avec les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'ils ont reçu l'assurance que les États-Unis utilisent leurs propres renseignements
et que les renseignements canadiens ne sont pas utilisés. On nous a dit, ou plutôt il y a des rapports selon lesquels le Royaume-Uni ne partage pas de renseignements de ciblage. Oui, quelques points à souligner. Les États-Unis ont des raisons d'avoir ces moyens dans la région, recueillir des renseignements et agir en conséquence. Évidemment, je n'irai pas plus loin en ce qui concerne les questions de renseignement. Alors, ont-ils raison de le faire? Moi, je ne sais pas. Dites-moi, si on vous pousse contre un mur à un point, si on vous attaque chez vous, et on vous accuse à tort selon vous dans des conditions telles que celles-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mobilisez ou pas? En tout cas, le Venezuela s'est mobilisé. Ils ont 200 000 militaires. Contre eux, une dizaine de milliers de militaires américains qui sont stationnés pas très loin du Venezuela. Bon, en réalité, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Ils peuvent bombarder, ils peuvent directement toucher des sites militaires au Venezuela, ils peuvent peut-être bombarder des sites de pétrole. Mais est-ce que ça sera suffisant pour renverser Maduro? Point d'interrogation. Il faut beaucoup plus que 10 000 personnes pour aller renverser un pays comme le Venezuela, qui porte un peu plus de 30 millions d'habitants. Est-ce que les États-Unis de Donald Trump sont prêts à envoyer des militaires pour commencer une guerre en Amérique latine? Alors ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une histoire de drogue? Ou peut-être c'est une histoire différente, comme on le dit, le Venezuela a été un bon partenaire aux États-Unis en termes de business dans le passé, jusqu'à ce que le Venezuela décide de nationaliser son pétrole. Vous pensez que c'est une histoire de drogue ou une histoire de pétrole et d'accès? Faites-moi savoir ce que vous pensez. Maintenant, nous partons en Guinée équatoriale, où le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vient d'accepter 7,5 millions de dollars pour accepter des expulsés du gouvernement américain. 7,5 millions de dollars. C'est ça le manque de respect. Quand Trump dit les Africains vivent dans des shithole country, shithole c'est trou à merde. Okay? Votre pays est un trou à merde. Les gens se fâchent, disant qu'il est raciste. Je ne sais pas quel genre de pays accepte 7,5 millions. C'est quel manque de respect? Ce n'est pas 7 milliards de dollars, 7,5 millions de dollars. Ça, c'est de l'argent qu'on peut donner à un athlète. C'est l'argent que les États-Unis donnent à un pays africain. 7,5 millions de dollars pour accepter les expulsés, que eux-mêmes traitent de brigands, répugnants et autres. Ceci, évidemment, a été révélé par la sénatrice démocrate Jeanne Shaheen. Elle a qualifié cet accord de très inhabituel et de profondément préoccupant. Okay. Elle a souligné le caractère très inhabituel de ce paiement à l'un des gouvernements les plus corrompus au monde. Imaginez-vous, on vous appelle le gouvernement le plus corrompu au monde, mais vous acceptez les gens venant de chez eux. Alors, c'est qui le président? C'est le monsieur ici, évidemment. C'est l'ami du président camerounais. Il est au pouvoir depuis 1979. Donc, en 79, il devint président de son pays. Comment il l'a fait? À travers un coup d'État. Coup d'État contre qui? Contre son propre oncle. Son oncle était président de la République, Macias, son oncle propre. Et Teodoro Obiang a renversé son propre oncle. Et quelques temps plus tard, il a été exécuté, fusillé par un peloton d'exécution. Imaginez-vous faire exécuter votre propre oncle. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'un président qui est au pouvoir depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis ne s'inquiètent pas. On n'a jamais fait de commentaires par rapport à lui et tout le bazar. Et apparemment, ils sont en train de travailler correctement ensemble. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que récemment, en septembre, le vice-président de la République, Teodoro Nguema Obiang, évidemment, c'est son fils. Le fils du président, c'est le vice-président, a rencontré le secrétaire d'État adjoint Christopher Landau à Washington pour des discussions. Donc, le fils du président, qui est le président en miniature, a rencontré un secrétaire général aux États-Unis d'Amérique pour discuter sur comment prendre des mesures concrètes pour renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et leur pays. Avec ça, vous posez la question de savoir s'il y a vraiment démocratie dans le monde, ou la démocratie est vraiment une chose qui existe, ou cette démocratie est simplement une démocratie qui dépend de l'homme fort. C'est l'homme fort qui décide si vous êtes une démocratie ou pas. Donc c'est ça les amis, le Venezuela se lève, on a mobilisé 200 000 personnes pour résister aux États-Unis, après avoir déployé le plus grand navire de guerre, c'est-à-dire porte-avions au monde. Qu'est-ce que Trump essaie de faire? Est-ce qu'il va vraiment frapper le Venezuela? Ou bien ce sont des tactiques d'intimidation? Est-il en incapacité de frapper le Venezuela? Absolument pas. Les États-Unis ont les capacités nécessaires pour écraser le Venezuela. Mais ont-ils assez d'hommes autour du Venezuela pour l'exécuter sur le plan terrestre? Jusque-là, non. Mais peuvent-ils détruire ce qu'il y a au Venezuela? Ça, c'est une chose qu'on découvrira très vite. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.